Il y a beaucoup d'entretemps, en fait, je remarque, entre l'exposition de la Villette et l'écriture du Bonheur des morts, puisque c'est le titre de ce livre sur le mort. En fait, si cette enquête a été très longue, c'est d'abord parce qu'il fallait du temps pour la mûrir. Et je remarque que j'ai pris des entretemps. J'ai fait d'autres choses, ce qui est assez rare dans mes projets de recherche. D'habitude, quand je me mobilise sur un projet, j'essaie d'y rester parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse. Et là, visiblement, et je pense qu'heureusement, c'est sans doute une question aussi d'équilibre, je dirais pas de survie, parce qu'on n'est pas à ce point-là, mais de se protéger, de protéger ces choses. Donc de ne pas trop se laisser rudoyer par elles. Et se laisser rudoyer par un objet de recherche comme un oiseau, pas comme ce que j'appelle se laisser rudoyer, quoi. C'est se laisser complètement capturer et puis secouer dans tous les sens. Peut-être qu'avec les morts, il ne fallait pas le faire, il ne fallait pas prendre ce risque-là. Et donc, de temps en temps, je pouvais certains jours y penser, mais je crois que je ne cessais jamais d'y penser. Je crois que la question était tout le temps là, parce que j'étais tout le temps en train de chercher, mais je pouvais faire d'autres choses, voilà. Et entre-temps, il y a eu, donc notamment, il y a eu, que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, comme une espèce de sursaut d'énorme vitalité et d'humour dans quelque chose qui était plus difficile, parce que c'était difficile le bonheur des morts, c'était pas facile comme enquête, je veux dire, j'entendais des choses qui réactivaient plein de choses dans mes propres chagrins et dans les chagrins de ceux que j'aimais. Et donc il y avait eu, donc, que diraient les animaux, et puis il y a eu aussi ce moment assez merveilleux, mais c'est de décider d'écrire avec Isabelle Stengers. Alors comment ça a commencé ce livre-là? C'est intéressant parce que je ne suis pas sûre que je ne reconstruis pas, je fabule un petit peu peut-être, mais je me souviens d'une chose, parce qu'il y a Philippe Pignard qui s'en est mêlé, qui est notre éditeur, et qui est aussi un ami à toutes deux, c'est que je lis un petit livre merveilleux, vraiment un petit bijou d'humour, qui est Frédéric Pagès, La philosophie ou l'art de clouer le bec aux femmes. Et en fait, il faut, pour recadrer cette histoire de Frédéric Pagès, qui est journaliste au Canard enchaîné, mais qui est surtout, je pense, le coprésident, enfin en tout cas qui est une des chevilles ouvrières de la Société des Amis de Jean-Baptiste Botul. Alors Jean-Baptiste Botul, pour ceux qui l'ignoreraient encore, est un philosophe du début du XXe siècle, inventé de toutes pièces par les amis de la Société de Jean-Baptiste, la Société des Amis de Jean-Baptiste Botul. Et c'est un philosophe qui n'a pas laissé d'écrit, qui a refusé d'écrire, mais qui a laissé des souvenirs inoubliables dans la mémoire de ses contemporains, notamment d'après les amis de Jean-Baptiste Botul, la Société des Amis de Jean-Baptiste Botul. Il aurait, par exemple, été celui qui aurait inspiré le garçon de café dans L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Mais cette description du garçon de café, puisque Jean-Baptiste Botul a vraiment été garçon de café, toujours selon ses biographes, serait une petite vengeance de Jean-Paul Sartre à propos d'une remarque que lui aurait fait Jean-Baptiste Botul et dont j'ai oublié le contenu. Donc Jean-Baptiste Botul, ce personnage absolument extraordinaire, inventeur de la valise à roulettes, mais ça n'a pas marché, comme Kant avait été inventeur des fixes chaussettes, est donc nourri d'une extrêmement riche biographie par la Société des Amis, qui sont d'une drôlerie, et en plus qui connaissent bien la philosophie. Et donc, moi qui ai été quand même nourrie comme bonne belge au lait de la pataphysique, etc., Jean-Baptiste Botul ne pouvait que m'intéresser. Et donc, dans les nombreux écrits qui concernent Jean-Baptiste Botul, puisque lui-même a refusé d'écrire, il y a Emmanuel Kant et le démon de midi, enfin bon, il y a toute une série de livres qui mettent en scène les diverses positions de Jean-Baptiste Botul. Et donc le livre, La philosophie clouer le bec aux femmes, est un livre qui commence par l'étonnement de Jean-Baptiste Botul devant le fait de l'absence totale de femmes à l'université, si ce n'est sous forme de statues nues à la Sorbonne.
Et donc, il va s'en inquiéter et Pagès va faire, je trouve, quelque chose de très juste et de très joli, de très drôle en même temps. C'est poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes en philosophie? Alors, est-ce que c'est un oubli de l'histoire? Et il va prendre le contre-pied de cette idée. Oui, il y a certainement des oublis de l'histoire, mais peut-être parce que les femmes ne sont pas très intéressées par la manière dont la philosophie est menée, par cette abstraction, cette sécheresse, cette enfilade de concepts, comme on les enfilerait à la chaîne, et par ces histoires de vieux garçons ferrailleurs. Et que les femmes, elles n'ont pas beaucoup d'appétit pour ça, qu'elles ont bien meilleur goût. Il va poser des questions très jolies. Si c'était une femme qui avait écrit le banquet de Platon, on aurait peut-être su ce qu'il y avait dans les assiettes. Et donc, avec beaucoup de justesse, Pagès va donc faire ce petit pamphlet. Et je sors de là en me disant, mais ça me fait un bien fou. Et ça me fait un bien fou parce que je me dis, tiens, mais est-ce que rétroactivement, tout ce que je vous ai raconté, ces études de philosophie pas très réussies, ce manque de goût, ce manque d'appétit, ce décrochage à moitié, ce ratage dans l'équipement, dans l'arroi, diraient les chevaliers, hein, c'était l'équipement nécessaire pour être un bon chevalier. Voilà, je n'avais pas de plein arroi, j'ai dû le trouver ailleurs. Est-ce que tout ça ne serait pas dû au fait, si je faisais une lecture rétrospective en me disant, est-ce que comme femme, j'ai pas eu d'appétit? Peut-être comme femme, ça ne m'a pas intéressée. Peut-être que la philosophie, pour moi, c'était pas ça. Et que on a eu beau jeu de dire que j'étais pas philosophe, et de fait, je l'étais pas sur ce mode-là. Et que c'était autre chose que je voulais peut-être sortir un peu la philosophie de Ségon, mais j'avais pensé que c'est ça. Moi, j'ai pensé plutôt, c'est parce que je suis trop paresseuse, que j'ai pas fait ce qu'il fallait, que j'ai pas eu de chance, que j'ai pas été lire, que je me suis laissé faire, bref, j'ai pas résisté, j'ai pas lutté pour chercher de l'intérêt et tout. Et plutôt que de penser sur le thème de la culpabilité ou d'un handicap mental quelconque, ou d'une faiblesse caractérielle, ou d'un manque de volonté, je le relisais en disant, et si c'est comme femme que tout ça a été vécu? Alors, je ne dis pas que c'est plus vrai, mais rétrospectivement, ça devient intéressant de relire les choses en disant, et qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce que ça change pour plus tard? Et est-ce que j'en parle à Philippe Pignard? Je crois que oui. Ou est-ce que j'en parle à Isabelle? Toujours est-il que Philippe Pignard se dit, il y a un livre à écrire sur cette question, hein, que les femmes puissent se dire, que des femmes philosophes puissent se dire, mais tiens, mais qu'est-ce que ça change, le fait qu'on soit femme? Qu'est-ce que ça change pour la pensée? Est-ce qu'on pense différemment, etc. Toujours est-il que, je ne sais pas comment, j'ai parlé belge, j'ai essayé la micmaquer. Mais est-ce qu'il a dit à Isabelle que j'avais envie d'écrire un livre avec elle sur cette question, et à moi qu'Isabelle avait envie d'écrire un livre? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et notre ami Philippe, qui est si brillant et si intelligent, en est bien capable. Toujours est-il qu'un jour Isabelle m'a dit, mais je ne savais pas, et moi non plus. Bref, voilà. Et on s'est dit, bon, on le fait. On s'est dit, mais tout compte fait, faisons-le. On n'a jamais eu l'occasion vraiment d'écrire ensemble. On avait écrit un petit article, mais pas vraiment quelque chose de très conséquent. On essaye, on va voir. On ne sait pas ce que ça veut dire écrire nous deux. On ne sait pas si notre amitié sera suffisante pour que les choses se passent bien. C'est très difficile d'écrire avec quelqu'un, vraiment très difficile. J'en avais déjà eu l'expérience, donc, et elle aussi. Et donc, on décide de le faire. Et puis, quelque chose nous est apparu très vite, c'est qu'il y avait une assez forte asymétrie entre nous deux. Isabelle a 10 ans de plus que moi, elle a une expérience de philosophe que je n'ai pas. Bon, alors, elle ne le dirait pas comme ça, mais moi je peux le dire, elle a des compétences philosophiques. Je ne lui arrive pas à la cheville. Je vais dire, elle a une intelligence, une rapidité, une possibilité, une puissance de l'esprit. Comment est-ce que j'allais... Voilà, comment est-ce qu'on allait s'accorder avec ça? Je vais dire, c'est à travailler des disparités comme ça. Et puis je lui dis, mais on en a parlé. Et je lui dis, mais attends, il y a un truc où je suis quand même meilleure que toi. C'est que moi, je sais faire des terrains et je sais tout transformer en terrain. Ça, je sais faire. Enfin, souvent, j'ai su le faire. Et donc, si on a un terrain, la disparité qui est entre nous deux, elle sera un petit peu rééquilibrée, au moins par le fait qu'on va considérer, on va se créer un terrain et on pourra travailler avec le terrain. Et à ce moment-là, moi, je serai chez moi. Je serai, voilà, comme elle dit Isabelle, tout à mon affaire. Et donc, on a décidé, alors on a réfléchi, qu'est-ce que pourrait être un bon terrain? Un bon terrain, c'est de demander à d'autres femmes
de répondre à cette question. Et voilà, et on va travailler au départ comme si on avait été enquêté auprès d'elle. Et donc, on a écrit à quantité de femmes, soit qu'elles soient de nos amies, soit que nous avions de bonnes raisons de penser que la question pouvait les intéresser. Donc, ça va de Marcel Stroman, à Barbara Cassin, en passant par Balibar, par Françoise Balibar, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon Dieu, on était nombreux, Laurence Boucchio, qui est une de mes amies et collègues, Mona Chollet, bon, on aura écrit à toutes, et François Sironi, en leur disant, si vous pouvez nous écrire, si vous pouvez vraiment pas, on viendra vous interviewer, on fait vraiment un terrain, et on écrira à partir de ce que vous nous direz. Ce qui a été le cas pour François Sironi et Barbara Cassin, toutes les autres, je pense, nous ont écrit. Et on a eu des réponses, mais passionnantes et aussi diverses qu'il était possible de savoir qu'est-ce que font les femmes à la pensée, qu'est-ce qu'on peut faire. Ce qui nous a obligés à penser aussi qu'est-ce que ça veut dire penser, quelle est la spécificité des philosophes, et quand est-ce qu'on pense, quand est-ce qu'une cuisinière pense, quand c'est une Babette, pardon, on voit quand elle pense, quand c'est un photographe, quand est-ce qu'il pense, ben voilà, quelle est la spécificité de notre travail à nous. Et donc on a fait notre terrain, et puis on a écrit à partir de tout ce qu'elle nous offrait, et puis on a demandé à toutes de relire, et puis on s'est réunis, toutes ensemble, une fois à Bruxelles et une fois à Paris. On a, ceux qui voulaient venir aux deux pouvaient venir aux deux, celles qui, voilà, on ne voulait pas non plus obliger tout le monde à bouger beaucoup. À Bruxelles, à Paris, on a fait chez Barbara Cassin qui a organisé tout ça d'une main de maître. Et il y avait Bernadette Binceau de Vincent, il y avait, enfin bref, on était presque toutes là, enfin, c'était très très bien. Et on a encore appris de cette réunion post-écriture, notamment de la capacité formidable d'humour des femmes, notamment lorsque je leur ai parlé à un moment donné qu'il y avait quelque chose pour moi qui m'avait terriblement, qui avait été difficile, c'était que comme femme, j'avais le sentiment d'être toujours mise dans une position d'imposture. Mais je ne le dis pas ça aussi simplement que ça, ici je le résume, mais je commence à expliquer laborieusement aux autres qui étaient là, que je me disais, un jour on va découvrir à quel point je suis bête, à quel point je connais rien, ça va se découvrir, et je me dis toujours, bon Dieu, quand est-ce que je vais être prise la main dans le sac, ou la tête dans le sac. Et il y a eu un hurlement unanime, toi aussi. Un hurlement avec un rire unanime, toi aussi. On ne se doutait pas du tout que les autres étaient dans la même situation, que c'était quelque chose qui nous était commun. Mais peut-être que c'est un truc d'homme aussi, on n'en sait pas. Mais ce qui était particulièrement peut-être féminin, c'était le fait du toi aussi accompagné d'un grand rire. Et le fait que l'une d'entre nous, moi à l'occasion, avait peut-être osé dire, bon ben vous savez les filles, ça c'est difficile quand même. Et donc voilà, et donc on a retrouvé des... Alors je peux pas, ce livre il est irrésumable. Autant je peux ici vous raconter Hans le cheval, je peux vous raconter Que diraient les animaux, chapitre après chapitre, etc. Ici, il y a une telle richesse, une telle diversité, un tel éclatement. Et en plus, chaque phrase, quand Barbara Cassin dit, mais comme philosophe, peut-être ce que nous devons faire, c'est ce que faisaient les sophistes, c'est inquiéter l'universel. Vous dites ça, vous n'avez encore rien dit. Et vous avez tout dit. Et donc, il faudrait prendre chaque phrase, et l'exemple de Laurence Boucchio avec Le Puits, où les femmes avaient parlé de écrit leur résistance, Barbara Cassin et sa mère qui apprend à faire face, et que nous les femmes, on n'est pas tellement à se préoccuper de la dignité et tout. Et d'ailleurs, ce livre se termine sur quelque chose de très, très drôle. Isabelle et moi, on s'est vraiment réunis sur enfin, je veux dire, si, c'était non seulement une belle expérience, mais de découvrir encore plus à quel point les mêmes choses nous faisaient vibrer de la même façon. Et on termine ce livre pour remercier, d'ailleurs j'ai oublié son nom, quelle ingratitude, les deux dernières femmes qui ont été guillotinées, parce qu'elles ont été tellement indignes lorsqu'elles ont été amenées à l'échafaud, que les bourreaux n'ont plus voulu guillotiner de femmes en disant ce sont des gâches-métiers, elles pissent dans leurs culottes, elles hurlent, elles disent c'est pas moi, non. Enfin bref, que c'est vraiment affreux de guillotiner une femme, et que grâce à elle, il n'y a plus eu de femmes guillotinées avant Pétain, où il y en a de nouveau eu, voilà, même pour un bref retour des femmes sous la guillotine. Et grâce à ces pisseuses, ces indignes, ces femmes, etc., qui avait en plus fait des choses abominables. Je crois qu'il y en a une qui avait jeté, bon, si c'est pas son mari dans je ne sais plus quel fleuve le soir de ses noces, et l'autre qui avait brûlé sa belle-mère. Enfin bon, bref, vous avez fait des choses assez abominables. Enfin, la première,
Allons savoir. Et la deuxième aussi peut-être. Enfin, on ne tue pas quand même. C'est un principe à la base quand même de toute société un peu civilisée, sauf circonstances rarement exceptionnelles comme la guerre, comme les flics qui tapent sur les pauvres manifestants, etc., etc. Enfin bref, je vais arrêter avec ça. Toujours est-il que voilà, pouvoir terminer en remerciant des femmes guillotinées de se comporter horriblement mal, de manière absolument indigne et de pisser dans leurs culottes. J'ai adoré terminer un livre sur ce mode-là, et ça, c'est quelque chose qu'Isabelle m'offre, d'oser faire ce genre de choses, parce que c'est des plaisanteries éventuellement qu'on fait entre soi, mais normalement, on ne termine pas un livre sur le rapport des femmes à la pensée comme ça. Donc voilà un entretemps encore, un entretemps qui nous a... Alors la question des... Alors bien sûr, si cette question évidemment euh, pose la question du rapport avec les femmes, évidemment, de rapport professionnel et personnel avec les femmes. Mais bon, là, c'est de nouveau très connecté. C'est très, très connecté. Moi, je suis une fille de sœur. On était 4 filles à la maison. Il y en était des sœurs. J'avais un frère, mais qui était un peu perdu dans la masse, avec qui je m'entendais, et je m'entends toujours extrêmement bien. Mais je me suis toujours vécue comme une femme à sœur. Il y a des femmes qui se définissent comme des amoureuses, des femmes qui se définissent pleinement comme des mères. Et moi, si on me demandait, on me l'a déjà demandé de me définir dans tous les rôles sociaux possibles, je dis, moi, je suis une sœur. Je cherche des sœurs même chez les garçons. Il y a des garçons qui sont mes sœurs. J'ai des amis garçons et je les traite comme des sœurs. Et c'est ce qui veut dire que j'ai un rapport évidemment euh, très, très particulier avec les femmes, parce qu'avec les sœurs, c'est quand même des rapports intéressants. Bon, vous avez de la rivalité, bien sûr, mais je pense que ça, avec mes sœurs, on avait relativement bien négocié cette affaire-là, donc c'est pas quelque chose qui, heureusement, m'agite trop. Mais vous avez des rapports avec moi, j'ai des rapports avec mes sœurs qui sont des rapports qui manquent totalement de douceur. C'est pas du tout des rapports doux. C'est des rapports où on s'envoie des choses à la figure qui ne sont pas piquées des verres. Et on peut le faire parce que justement, ce sont des sœurs, quoi. Et puis qu'on se connaît assez pour savoir d'où ça vient, que c'est pas méchant, même si c'est brutal, etc. Et donc euh, ça m'a permis de travailler avec des femmes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, de choisir de travailler avec des femmes, donc l'écriture avec Isabelle, mais aussi d'avoir énormément d'amis dans le monde professionnel. Je vais dire, ce sont des femmes souvent. Alors, il y a bien sûr Barbara Cassin, et puis des femmes plus jeunes, il y a Émilie Armand, Émilie H. Euh, j'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour toutes ces jeunes femmes qui arrivent en anthropologie. Je pense à Anastasia Martin, je pense enfin à toutes ces Bénédicte Zitouni, puis à mon ami Lucienne Strivet qui est déjà passé, je pense, l'exercice avant moi. Et puis voilà, donc c'est Laurence Bouquiot, bien entendu, qui est ma collègue et amie, qui était dans ce livre-là. Et puis tout dans le collectif du GECO, et puis Maria Puy de la Bella Casa, il y a Catherine Soldiou, bref, il y a toute Fleur Courtois-Lheureux, avec qui on prépare un projet pour le moment, qui est un livre d'entretien avec Isabelle Stengers, uniquement avec toutes les femmes qui nous entourent. Donc ce sera un livre d'entretien, mais très particulier, avec des dispositifs et des choses comme ça. Et donc voilà. Et puis voilà. Et puis il y a Donna Haraway, bien sûr. Il y a Donna Haraway, ça c'était aussi quelque chose qui était très très important pour moi. Alors, je ne parle pas seulement de la rencontre personnelle qui a fini par advenir, grâce à bon, c'est Isabelle, en fait Donna Haraway, c'est Maria Puig de la Bella Casa qui est allée faire un postdoc chez elle à Santa Cruz et qui a amené à Donna ce que nous faisions nous. Donc, il nous a ramené ce que faisait Donna, qui nous a ramené ce qui se faisait autour de Donna et qui a amené à Donna ce qui se faisait. Donc, elle connaissait le nom d'Isabelle Stengers, mais elle ne savait pas beaucoup plus. Oui, elle connaissait un peu les travaux et tout. Elle avait une profonde admiration pour Isabelle, mais elle ne connaissait pas ce qui était autour d'Isabelle, de GECO, etc. Et donc, c'était d'abord Maria Puig qui a fait l'ambassadeur, et puis on a commencé à très fort nous s'intéresser au travail de Donna grâce à Maria Puig, qui nous avait fait une très belle introduction, qui nous avait montré tout l'intérêt de ce travail. Elle était déjà connue en Europe, mais dans des cercles de féministes ou des gens qui font vraiment de la philosophie très très contemporaine. Et donc on a commencé à lire Donna Haraway, et puis on a lu le petit manifeste des espèces compagnes, qui est quand même un petit bijou politique, quoi. C'est une dame, une philosophe qui parle de la relation avec sa chienne Cayenne, et qui en fait un objet politique, et qui en fait un objet politique complètement décoiffant, transgressif, hors des clous, etc. C'est assez extraordinaire.
Et puis j'ai eu la chance de la rencontrer grâce à une historienne anglaise, qui est Erika Fudge, qui avait organisé une rencontre à Londres et qui m'avait gentiment invitée simplement pour que j'aie le bonheur de rencontrer Donna Haraway, ce qui est encore un cadeau que des femmes peuvent se faire, c'est extraordinaire. Voilà, je fais un colloque, c'est Erika Fudge. Je fais un colloque, je ne t'ai pas invitée comme oratrice parce que je ne sais pas où, etc. Mais je t'invite, tu viens simplement pour être là, parce que ça te permettra, et ça permettra à Donna de te rencontrer. C'est des cadeaux que des femmes peuvent se faire. C'est la solidarité par moment entre les femmes, je trouve ça exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et puis Donna, voilà, et puis depuis lors, on est évidemment en conversation dans nos travaux respectifs. Pas nécessairement, oui, bien sûr, on s'écrit des mails. Alors, on a vu peut-être, je ne sais pas si on l'a vu ici, mais on a vu Alba, la chienne qui vit avec moi. Donc, on a dû voir un morceau de sa tête, peut-être à un moment donné. On a peut-être entendu son ronflement aussi, puisque visiblement, je l'ennuie. La plaisanterie entre Alba et moi. Et puis, si j'ai pris la décision et le courage d'adopter une chienne, c'est parce que je voyais qu'il y avait moyen de faire ça et de produire et de l'amour et de la pensée en même temps, avec un être autre qu'humain, et que ça valait vraiment la peine de faire cette expérience-là. Et ça, c'est Donna qui nous a donné, il n'y a pas seulement à moi, non seulement l'envie, l'appétit, le courage et l'envie de le faire le mieux possible. J'ai eu la chance extraordinaire, c'est que j'ai vu Donna quelques jours avant d'aller. J'ai passé quelques jours avec elle avant d'aller adopter cette chienne et j'avais deux pages de conseils les plus divers que j'ai bien sûr appliqués le plus strictement possible et qui étaient extraordinaires. Mais hormis cela, donc ça c'est la vie personnelle, et encore, c'est pas la vie personnelle. Le personnel et politique, disent les féministes, et ils ont parfaitement raison. Je pense que l'adoption de cette chienne est devenue c'est sérieusement posée comme un acte politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais apprendre avec un être autre? Pourquoi une adoption et pas un achat? Ben, évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que j'apprends à vivre avec cette chienne? Comment est-ce que j'apprends les difficultés de vivre dans une société exclusivement humaine à certains égards avec elle? Comment j'assume et tout. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis la rencontre avec Donna, c'est une rencontre aussi avec des façons de penser, les contradictions, des façons de penser, la non-innocence, de ne pas chercher l'innocence, des façons de renoncer à la culpabilité pour pouvoir assumer la responsabilité, les façons de repenser. Alors, est-ce qu'on va parler d'anthropocène? Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce concept et des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive, je pense, au Pholocène, qui est une proposition de Donna. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas devenue importante tout de suite pour moi. D'abord, c'est une proposition qui est arrivée tardivement. Je crois que c'est en février 2019 qu'elle a proposé de parler de Pholocène. Et c'est comme ça, dans une interview pour le journal Le Monde, qu'à un moment donné, elle va dire voilà, il y a l'Anthropocène, il y a le Capitalocène, il y a le Plantationocène avec un Natsing, où elle va expliquer quel est l'intérêt de chacun et quelle prise il offre, mais aussi quelles sont les difficultés qu'il pose. Et puis elle-même, elle a proposé le Ch'touloucène en disant que c'était peut-être pas le meilleur des choix parce que y a eu des contestations qu'on n'a pas bien compris, qu'on accuse. Bon, bref. Et puis elle dit, mais le Ch'touloucène, en fait, c'était aussi une façon de nommer la nécessité ou la possibilité ou l'urgence de réentendre les sons de la terre, les sons qui viennent du fond de la terre, le grondement de la terre, et tous les sons de la terre. Et je me suis dit, c'est intéressant, elle n'explique pas beaucoup, mais ça vaudrait la peine de la prendre au sérieux, de dire qu'est-ce qu'on va faire si on habite le Pholocène, ça voudrait dire quoi? Et pour moi, habiter le Pholocène a été... Alors, c'était pas, je ne peux pas dire que c'était le projet, parce que j'étais déjà dessus depuis quelques temps, mais ça a terriblement bien accompagné la fin de l'écriture du livre sur les territoires des animaux, qui s'appelle Habiter en oiseau.